d'être venu ce soir à l'UGC chez la Défense pour ce magnifique film. On est très content de vous recevoir. Le public est aussi content de vous recevoir, vous avez pu le remarquer. On va voir. Donc Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce projet de film L'Odyssée? Est-ce que vous pouvez nous dire... il est né il y a très longtemps parce que c'est un film qui porte bien son nom, parce que l'Odyssée en général c'est quelque chose qui dure. Donc c'est une idée qui est née il y a 8 ans à peu près, chez moi, en parlant avec mes enfants, et en leur évoquant le nom de Cousteau et en apercevant qu'ils ne savaient plus du tout qui était Cousteau, qu'ils n'avaient jamais entendu ce nom-là. Donc je leur ai raconté l'histoire, et en leur racontant l'histoire, j'ai moi-même fouillé dans mes souvenirs, et puis après, au-delà de fouiller dans mes souvenirs, j'ai fouillé sur Internet, comme tout le monde, quand on cherche des renseignements. Et je me suis aperçu que cet homme, dont moi j'avais des souvenirs d'enfant, finalement était beaucoup plus complexe que mes souvenirs, bien sûr, et que l'histoire de cet homme était passionnante, parce qu'en fait, à travers lui, on pouvait raconter le XXe siècle, on pouvait raconter une grande aventure, et on pouvait aussi raconter la naissance de l'écologie. Voilà, c'est de là qu'est née l'envie de raconter cette histoire. D'accord. Et justement, alors après, une fois que le projet est né, les comédiens, vous avez su tout de suite que ce serait Audrey et Lambert, ou comment s'est passé la... Non, ça s'est bien passé. Déjà, ça s'est bien passé. Non, mais bien sûr, en fait, on s'est rencontrés avec Audrey avant Lambert, parce que c'est un peu compliqué. J'aime pas raconter l'histoire, parce que ça fait de la peine à Lambert, toujours. Si, je sais que ça fait de la peine, Lambert. Je vais la raconter quand même. Je sais que ça lui fait de la peine. En fait, le scénario, il y avait plein de versions du scénario, et les premières versions du scénario étaient un biopic un petit peu plus classique, et qui démarrait un peu plus tôt, donc avec un Cousteau qui avait 25 ans. Et là... Et donc Lambert, avec toutes les qualités qui font cet homme, qui font cet acteur, qui font cet homme, au-delà de l'acteur, car c'est un homme d'une grande valeur. Peut-être qu'un homme de 25 ans, enfin bon, voilà, je ne fais pas un dessin, bref, je ne l'ai pas proposé tout de suite à Lambert. Et en fait, mais en même temps, je ne trouvais pas l'acteur parfait. Et donc, en réécrivant le scénario, j'ai la dernière version, où je démarrais un tout peu plus tard dans la vie de Cousteau, j'ai immédiatement pensé à Lambert. Et avant cela, j'avais rencontré Audrey, nous avions pris un thé, je pense, enfin, en tout cas c'est sérieux, je crois, non? Je me souviens de tout. Oui, j'ai dit après l'affaire, 25 ans. On lui a l'air sympa. Faire tous les âges, tranquille. Donc voilà, donc quand j'ai rencontré Audrey, et je ne l'ai jamais dit devant Audrey, en fait, c'est vrai que j'ai tout de suite senti qu'il y avait une espèce de connexion entre le personnage de Simone et ce qu'est Audrey, qu'elle avait compris le personnage, mais de manière très immédiate et très intense et très intime. Et j'avais été marqué par ça, donc à partir de ce moment-là, ça a été une évidence. Est-ce que quelqu'un a une question? Qui se lance? Est-ce que c'est vous qui plongez? C'est une question pour Lambert. La réponse est oui pour tout le monde en fait. Non, mais... En fait, ça ouvre un sujet qui est important, c'est que Jérôme n'a pas voulu que ce film soit fait de façon artificielle avec des effets visuels, des écrans verts, et il a voulu qu'on vive aussi ce qu'avaient vécu ces personnages-là. Donc on s'est tous mis à la plongée, moi je n'en ai jamais fait, ni Pierre Ninet non plus, ni Audrey. Et ça nous est tombé dessus, c'était une chose extraordinaire, une révélation. Et il se trouve que dans la loi française, c'est pas très intéressant, mais je vais quand même le dire, on ne peut pas travailler si on ne passe pas sous l'eau à plus d'1 mètre de profondeur, si on ne passe pas un diplôme de scaphandrier professionnel, ce que nous sommes devenus. Bravo! C'est ça qu'on arrive là. On ne fait pas que scaphandrier professionnel. Non, c'est-à-dire que... Non, nous sommes caporniers aussi. Eh oui, on a passé, en revenant de la péninsule de l'Antarctique, on est passé par le Cap Horn avec Audrey à la barre. Et ça fait de nous 3 des caporniers. On en est très 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 fiers. Qui nous a ramené à bon port. Je continue un tout petit peu sur le thème des effets visuels, de façon assez ironique et presque triste. Le seul effet visuel qui a été utilisé dans le film, c'est quand, dans les années 40, Cousteau part avec ses enfants découvrir les fonds marins, il partage avec eux la beauté et le nombre, l'intensité de la richesse des fonds marins, et qu'on tournait en Méditerranée de nos jours. En fait, il n'y avait pas de poissons. C'est ça qui s'est passé entre 1940 et même déjà les années 60.
puisque c'est la scène du film, quand Philippe montre l'état des lieux de cet endroit qu'il a tellement aimé petit, il n'y en a plus. Donc le seul effet visuel important, c'est de rajouter des poissons pour pouvoir montrer ce qu'a été la richesse de la Méditerranée dans les années 40, qui déjà, à Monte Custo, était selon lui abîmée par la pollution. Malgré sa richesse, il savait qu'elle avait déjà été victime de la révolution industrielle, et il a beaucoup écrit sur ça. Donc voilà, c'est pour parler des effets visuels. Pour répondre à la question, donc en fait, en tout cas, nous avons tous plongé. Je pense que c'était important d'ailleurs pour les acteurs. Et en fait, effectivement, avec cette philosophie sur la façon de tourner, tout a été fait le plus possible en réel et non pas sur fond vert, y compris les scènes avec les requins, les otaries, la baleine, etc. Donc voilà, c'était ça l'idée du film, comme c'était un film aussi sur la nature. Je pense que c'était important de filmer cette nature, voilà, et d'essayer de témoigner, voilà, de la beauté de cette nature. Donc c'est bien l'Antarctique, hein, parce que moi je suis argentine. Nous sommes partis d'Ushuaia, c'est d'être argentin. Nous sommes partis d'Ushuaia, on a passé le détroit, voilà, et c'est bien l'Antarctique, absolument. Absolument. Et à la fin du tournage, on est passé en Argentine, on était à Buenos Aires, on est redescendu en Patagonie, on est redescendu à Calafate, on est remonté à Buenos Aires, et on est dans votre pays. C'est ça au passage. Bonsoir, tout d'abord bravo pour ce film et merci à vous trois d'être ici. J'avais une question plus donc, au réalisateur sur la difficulté éventuellement que vous avez eue au niveau des droits, enfin pour raconter cette histoire, parce que moi j'avais une vision de Cousteau uniquement positive, j'avais pas du tout cette vision, comme tout humain, il y a du pour et du contre. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ça? Et une petite question à l'envers, de savoir comment vous avez vécu de massacrer ainsi votre anglais pendant le film. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de faire ça, vous qui parlez pas cette question rapidement. Le problème c'est que maintenant il parle anglais comme ça, il n'arrive pas à revenir en arrière, c'est ça son vrai problème. J'ai réentendu récemment Cousteau parler anglais et je me suis dit j'aurais dû l'écouter plus parce qu'en fait son anglais était bien pire en fait. Mais non, curieusement, ma sensation, si je peux vous dire la vérité, c'est que j'ai l'impression que c'est quand il parle anglais dans le film que j'ai eu vraiment l'impression de le choper, de le prendre et de... C'est très curieux. C'était en anglais que je me sentais le plus Cousteau. Audrey a fait une petite grimace pour te dire ça. Je dis ça. C'est pas mon sentiment, parce que je trouve que... Ma sensation personnelle, c'était en anglais. Tu peux développer ton sentiment. Tu as le droit de développer ton sentiment. Parce que je vais pas lui faire des compliments comme ça devant tout le monde. Oui, c'est vrai. On ne veut pas faire des compliments devant vous. C'est ce que j'en pense. Je pense qu'on partage tous la même idée. Donc... En tout cas, moi je la partage avec toi en tout cas. Ma question à moi était moins drôle en fait. La façon dont j'ai travaillé, ce qui est compliqué avec la famille Cousteau, on me demande parfois quels sont vos rapports avec la famille Cousteau. Et en fait, il n'y a pas une famille Cousteau, il y a des familles Cousteau. On ne s'entend pas toujours très bien. Suite aussi à ce que vous avez vu là, hein, c'est une famille, c'est un peu comme toutes les familles, sauf que celle-ci est célèbre. Donc moi, la façon dont j'ai eu travaillé, c'est de ne pas demander d'autorisation. Parce que si je demandais l'autorisation à l'un ou à l'autre, ils n'avaient pas les mêmes points de vue, donc j'étais dans une nasse. Donc en fait, je suis allé tous les voir. Je leur ai dit ce que je voulais faire, la façon dont je voulais travailler. Je leur ai ouvert la porte à une collaboration s'ils avaient envie, je leur ai envoyé le texte, je leur ai proposé de me faire des notes s'ils avaient envie, mais en sachant qu'au final c'était ma décision et que je ferais le film quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça a été ma façon de travailler. Donc du coup il y a une partie de la famille qui m'a suivi, d'autres parties qui n'ont pas souhaité me suivre, mais voilà. Mais ça, je ne voulais pas rentrer dans le... Sinon ça aurait été un portrait trop flatteur, sinon à un moment donné, sans doute qu'une partie de la famille m'aurait imposé ce portrait trop flatteur. Et à un moment donné, il y a en France quelque chose qui protège justement aussi le travail des auteurs et le droit d'auteur, qui est que, à partir du moment où vous avez une personne célèbre, vous avez le droit de raconter son histoire, voilà, sans qu'on puisse vous en empêcher. Et heureusement, parce que sinon j'aurais dressé une statue avec un bonnet rouge en haut de la statue. Ça aurait été assez chiant, en fait. Je dis ça parce qu'à ce temps-là, il n'y a pas d'enfants non plus. Si, il y a des enfants à la salle. Ça aurait été un peu ennuyeux. On peut refaire la prise. Bonsoir à tous les trois. Donc moi je voulais savoir surtout par rapport au bateau qui a été utilisé, si c'est une réplique du Calypso, si c'est vrai, je ne sais pas trop. Non, j'aurais adoré que ce soit le vrai. On aurait adoré que ce soit le vrai. Malheureusement, le vrai est dans un chantier en Turquie désossé.
Le vrai a coulé, enfin oui, a coulé d'ailleurs, en heurtant une barge à Singapour il y a une vingtaine d'années. Et depuis, il a été rapatrié d'abord en France, en Méditerranée, puis en Atlantique. Mais il n'a jamais été réparé, ça coûte extrêmement cher. La Fondation n'a jamais eu vraiment les moyens de le réparer jusqu'à maintenant. Pour l'instant, donc, le bateau est dans le même état, ça la charpente à nu, dans un chantier en Turquie depuis quelques mois. Il semblerait, d'après la Fondation, qu'ils aient trouvé de l'argent pour le refaire, mais voilà, en tout cas, le bateau aujourd'hui, il est loin de pouvoir naviguer. Nous, on avait un autre bateau qui est un dragueur de mythe comme la Calypso, à peu près de la même époque, à peu près de la même taille, 3 mètres d'écart, et qui était en meilleur état. Je ne peux pas vous dire qu'il était en très bon état non plus. C'était pas... Entre autres, 3 mois avant de tourner, on m'a appelé pour me dire, bon, on a un petit souci, le bateau est là, mais les moteurs ne marcheront jamais. Et en même temps, c'est pas comme si j'avais eu un énorme choix, parce qu'en fait, on avait fait le monde entier, c'est vrai que c'était le seul bateau qu'il y avait. Donc on s'est débrouillé avec ça, on a travaillé avec des remorqueurs, enfin, c'était très compliqué. Voilà. Et comme disent les Anglais, avec les bateaux, il y a 2 bonnes journées, le jour où vous l'achetez et le jour où vous le vendez. C'est un peu ça. Et Audrey qui s'y connaît en bateau peut témoigner. Il est bon quand même. Et nous aussi. Bonjour, bonsoir à vous trois et merci beaucoup, c'était vraiment un très bon film. Pardon, vous avez mis la tenue de lumière, vous donc. Non, juste vous pouvez vous lever, voilà, c'est ça. Il manque plus que le bonnet rouge. C'est un dommage. Et donc, merci beaucoup pour ce film, vraiment. Et j'avais une question, vous avez un peu peut-être répondu déjà, mais vous avez dit que vous avez essayé finalement de coller au plus près, et je me demandais quand vous avez tourné, est-ce que vous avez essayé de suivre même chronologiquement ou au mieux cette odyssée pour vous plonger au plus dans l'univers Cousteau quand vous avez tourné? En fait, après je passerai la parole à Audrey, parce qu'en fait elle a commencé en Croatie, je crois que c'était un souvenir assez intéressant pour toi quand tu as tourné en Croatie. Bah oui, Non, parce que c'était agréable, non. Ah oui, j'étais jeune, j'avais pas de tête, de prothèse. En fait, on a commencé à peu près dans l'ordre. Voilà, on a commencé à peu près dans l'ordre. C'était magnifique. On a commencé par la Croatie. Oui, on a commencé par la jeunesse de Cousteau en Croatie. Et ensuite, on a tourné 2 mois en Afrique du Sud. Et là, c'était un petit peu plus mélangé, on va dire. Sur les époques, ouais. Sur les époques, mais voilà. Mais c'est vrai que c'était à peu près. Il y avait une sorte de chronologie dans le sens où on a fait en première partie la Croatie qui était un peu le paradis de l'enfance. Et ensuite on a fait l'Afrique du Sud, on a fait pas mal de choses, dont les États-Unis, les otaries, le bateau, etc. Et ensuite on a fini, en fait, c'est quelque chose qui était très proche de la fin, qui était l'Antarctique quand même. Voilà, où on s'est tous retrouvés là-bas, toute petite équipe. Donc il y avait une forme de chronologie, en tout cas, qui était assez. Enfin, je sais pas si les acteurs l'ont vécu comme ça, mais qui était assez agréable, il me semble, en tout cas, dans le travail. Oui, Jérôme. L'envers s'est endormi à droite. C'est bien l'envers ou pas? Tu peux le parler? Non, mais c'est vrai, on n'est pas passé. En tout cas, le film a été découpé en 4 grands moments de tournage. La première période en Croatie, en effet, avec toute la jeunesse, les fonds méditerranéens. Ensuite, toute l'Afrique du Sud, qui était vraiment la Calypso et le cœur du film. Et ensuite, l'Antarctique. Avec les images que vous voyez, et nous sommes le seul film de fiction qui ait jamais été tourné en Antarctique quand même. Donc on la ramène un peu. Donc voilà, on se la pète. Et pour finir, toute la séquence des requins qui a quand même nécessité 15 jours de travail aux Bahamas pour obtenir... Oui, je sais que cette phrase est une faute de français. Oui, je sais, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste travail Bahamas. Ah ouais, vous voyez même pas ce que vous voyez. En fait, vous savez, c'est pas... Non, c'était d'ailleurs le premier jour, moi je n'étais pas là, mais le premier jour de la chef de la sécurité, parce qu'on plongeait donc avec des requins, et ce qui avait d'amusant, c'est que tous ceux qui étaient chargés de notre sécurité étaient recouverts de cottes de mailles. Ils avaient une cagoule en cotte de maille, des gants en cotte de maille, tout le corps recouvert de cotte de maille, mais pas d'eau. Avec des requins tout autour, bien entendu. Et le premier jour, qui n'était pas un jour de tournage, je crois, mais un jour de repérage, répétition, etc., les acteurs n'étaient pas là. La chef de la sécurité s'est fait mordre par un requin sur le crâne. Ça lui a valu plusieurs points de suture. Et voilà, mais bon, en dehors de ça, personne n'a perdu un doigt, une main, rien. Mais il y avait quelques précautions à prendre, et je trouve très courageux que les producteurs d'ailleurs aient accepté
voilà, Mais en fin de donner tournage, les moyens de... Voilà. Courageux, mais bon. Jusqu'à un certain Voilà, point. c'est ça. Et justement, l'Antarctique, ça s'est passé comment quand vous êtes arrivé vous... On est parti de chez madame, en fait. On est parti d'Ushuaïa, en Argentine, sur un bateau. Donc en fait, c'est vrai que c'était la première fois qu'il y avait un film de cinéma qui se tournait là-bas. Donc pour le coup, c'était très cousteau dans l'esprit, parce que c'était très pionnier. On était tous logés sur un bateau, donc on a embarqué, on est parti 15 jours. On partageait les cabines. Par exemple, Audrey, du coup, parce qu'il y avait très peu de filles dans l'équipe, en fait. Et donc on a dit, Audrey, voilà, Audrey, tu vas partager ta cabine avec une assistante caméra. Oui, que tu connais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça a été un peu, voilà, un petit côté camping, on va dire, par le film. Marin. Voilà, marin. Et c'était une expérience absolument exceptionnelle, parce que c'est compliqué, enfin, on l'a décrit avec les images que vous avez vues, et c'est compliqué de le décrire avec les mots, parce qu'en fait, c'est un continent qui n'est pas que magnifique visuellement, mais qui est très fort, parce que c'est, hormis les fonds marins, c'est sans doute le seul lieu à la surface qui soit un lieu sauvage, un lieu où l'homme ne contrôle pas la situation, un lieu où l'homme ne peut passer que de temps en temps quelques mois par an, puisque en fait, hormis quelques bases scientifiques très rares, personne ne peut vivre là-bas 12 mois sur 12, bien sûr. Un lieu qui n'appartient à aucune nation, et un lieu qui est, jusqu'à ce jour, préservé, et donc totalement vierge. Voilà. Et on le ressent quand on est là-bas, on ressent cette immensité, on ressent cette puissance de la nature, de manière quasi physique. Enfin moi, je sais, pour moi, c'était une expérience assez incroyable. Et puis cette hostilité aussi, Ouais. parce que c'est beau, mais c'est vrai qu'on était donc sur un bateau qui était un brise-glace, et pour atteindre l'Antarctique, déjà ça se mérite parce qu'on a dû franchir le passage de Drake, donc c'est 3 jours de navigation non-stop dans des conditions, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les récits d'explorateurs du début du siècle dernier et les autres, on sait à quoi ça peut ressembler, c'est-à-dire des creux, des vagues, des courants, des vents qui font de cette croisière un moment qui peut être compliqué. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup souffert, c'est vrai. Et puis on a connu une énorme tempête, comme l'avait connu Cousteau au même endroit, et une vraie tempête. On ne dit pas ça non plus pour se la péter, mais c'est vrai que c'était un moment magnifique, mais dangereux. Enfin, magnifique par Audrey, qui est un vrai marin. Il y en a d'autres qui ne trouvaient pas ça magnifique du tout. Elle a trouvé ça magnifique, mais bon, c'est... Et voilà, et il y avait aussi la banquise, qui n'est pas aussi douce qu'on pourrait l'imaginer, ou en tout cas aussi paisible et stable. Et c'est vrai qu'il fallait, au-delà du respect qu'on avait vis-à-vis de ce continent immaculé, donc toutes les mesures d'hygiène qu'il fallait prendre, avant d'embarquer, il fallait désinfecter nos chaussures, on avait le droit d'emporter absolument rien du tout sur place, justement pour ne pas prendre le risque de laisser quoi que ce soit, un bout de papier, n'importe quoi. Voilà, quand on revenait sur le bateau, il fallait à nouveau se désinfecter, enfin bon, bref. Et la banquise, c'est vrai, elle est mouvante. Donc on se retrouve sur un bloc de glace qui peut se briser à tout instant. Et ça nous est arrivé. Moi j'étais sur le bateau, mais eux étaient sur la banquise, à se retrouver enfermés par les glaces, avec le risque que les Zodiacs qui les avaient conduits sur place explosent et qu'on ne puisse plus avoir accès à l'équipage. Et il a fallu, comment dire, briser la glace avec le bateau pour essayer de dessiner, leur créer un passage afin de pouvoir les faire monter à bord. Et ça, enfin, voilà, c'est une aventure, si vous voulez, qui est une aventure humaine. Et c'est vrai de se lancer dans un tournage comme celui-ci, un tournage de fiction, ça nous ramène des images magnifiques, mais c'était aussi prendre un gros risque. Mais voilà, je pense que ce besoin de véracité, d'authenticité, je crois qu'on le devait aussi parce que c'est Cousteau, je crois qu'on le devait aussi parce que c'est ce qui amène le cœur du film, et au-delà de l'humanité des personnages, du drame, de l'émotion, de l'intimité, voilà, que vous avez pu ou pas d'ailleurs ressentir, mais des rapports humains, il y a quand même cette part d'aventure. Alors soit on triche, soit on triche pas, et s'il y a bien une chose et un mérite qu'on peut reconnaître à ce tournage et à ce film, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de... Jérôme ne s'est pas facilité la tâche, voilà, et on a pris des risques. Enfin, et lui en premier. À part sur l'accident de Pierre, on l'a pas mis dans un avion pour de vrai, on l'a pas fait cracher dans l'eau, je voudrais juste le préciser. Il n'est pas là ce soir, mais il va bien.
Lambert, ça t'a Non, je voulais ouais, juste t'as eu dire que si vous voulez voir des images qui correspondent exactement à ce que Audrey vient de décrire, allez sur la page Facebook de l'Odyssée et vous verrez 15 minutes de mon film, parce que j'ai tourné tous les jours avec une petite caméra vidéo. Donc l'événement des glaces qui se resserrent et de la banquise, des icebergs, etc. Et parlez-en autour de vous, il faut que les chiffres montent. Oui, parce qu'en fait, il a été monté par ça. Il regarde les chiffres. Je suis en train de monter un film d'1 heure sur l'expérience du tournage. C'est pas un making-up, c'est plus un journal de bord. C'est pas pour faire la publicité simplement parce que. Non, en fait, si. Non, mais si, parce que c'était. Si. C'était une aventure extraordinaire. Non, mais c'est parce que c'était. Je pensais que ça allait être une aventure extraordinaire et donc j'ai dit il faut la documenter. Et donc voilà, on est en train de finir le montage d'un film qui va. Non, mais c'est le film, je plaisante, mais le film est formidable. Enfin, moi, j'en ai vu un peu plus que ce qui est en ligne. Et même déjà, ce qui est en ligne est super. Donc, en fait, je fais des blagues pour le taquiner, mais je trouve le film absolument super. Même si ça m'agace, que je crains. Et là, vous verrez justement le niveau des maires qui étaient supposés être modérés, mais les maires modérés de ce genre-là. Je pense que merci. Longtemps. Et cette sensation-là aussi du bateau qui bouge, des premiers icebergs, etc. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film qui rapporte de magnifiques images et on a envie d'aller aussi sur un bateau. Rien ne nous empêche. Le travail peut-être. J'ai démissionné, donc c'est bon. On peut en parler, parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démissionné, j'ai essayé de repartir en Argentine, justement. Et du coup, par rapport à la tempête, je me demandais les images qu'on voit, est-ce que c'est des vraies images ou est-ce que c'est du fake? Et par rapport à l'Argentine, justement, si vous y avez été après, est-ce que vous avez eu l'occasion de grimper sur le glacier, le Perito Moreno, et de boire il y a un un whisky fonctionnaire argentin à la Défense. Je comprends, en fait. Où il y a un restaurant argentin à côté. Non, on n'est pas monté sur ce glacier. Par contre, c'est vrai que la glace en Antarctique est d'une pureté absolument incroyable. On s'en est servi. Et ça, c'est vrai que c'est frappant. Il y a zéro pollution, donc c'est absolument magnifique. Alors, la tempête, je dois avouer que nous n'avons pas emmené notre Calypso, donc c'était pas la vraie Calypso, là-bas, tout simplement parce que c'est un bateau en bois, très vieux, et qu'on n'a pas pu. Donc, ce qu'on a fait, Et c'est. on serait mort si on l'avait emmené. Ce qui serait dommage, enfin, de notre point de vue, de notre famille, voilà, c'est pas d'accord. Donc, du coup, en fait, on est parti avec un autre bateau, et le bateau que vous voyez là, donc ça c'est une vraie tempête, mais par contre, le bateau qui est dedans est un bateau en 3D. Les quelques plans qu'on a de l'extérieur, c'est un bateau en 3D. Voilà. Par contre, nous, la tempête, on l'a vécu. Mais le bateau que vous voyez là, c'est un bateau qui est recréé par ordinateur. C'est parti des 2-3 des images de votre tempête pour le film. Il n'y a pas un plan de l'intérieur, parce que moi, quand même, je me suis posé la question. Il y a juste des gros bains Au débat. Et quand même, on boire en fait un whisky avec le glaçon. à l'intérieur du bateau, Alors, on voit la mer. Non, on n'est pas monté sur ce glacier. Par contre, c'est vrai que la glace en Antarctique est une Non, mais franchement, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, ça c'est Mathias, le chef-op, qui a fait ce plan. J'adorerais te répondre oui. C'était la même chose. Non, mais on peut dire que c'est vrai. Les gens sont pas au courant. Je me souviens. On est entre nous. Non, malheureusement, en fait, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas filmer. C'était absolument impossible. J'étais hyper frustré, on n'avait pas le droit de sortir, le capitaine nous interdisait de sortir. Non, celui qui a dans le cockpit. Sauf Lambert qui a pu filmer en fait. Non, en fait, Audrey a filmé aussi. On va voir le film de Lambert pour vraiment Non, avoir un mais classique. non, mais je vais pas tirer la couverture. Il y a, Oh, bah non. non, mais il y a un making-of qui va être diffusé d'ailleurs bientôt, quelque part. Et Audrey était à la caméra pour la partie antarctique. Et c'est vrai, la tempête, la fameuse, elle l'a documentée, elle aussi. Et il est dans le. En fait, ils ont utilisé mon plan et pas me le dire. C'est On a peur qu'ils nous demandent de l'argent en fait. Ça y est, j'ai compris. Une question argentine? Bonsoir. Merci aussi pour votre présence parmi nous. Je voulais savoir si vous pouviez nous raconter, chacun de vous trois, votre meilleur moment et votre pire moment pendant le tournage. Alors, mon meilleur moment, moi j'en ai deux, c'est justement après cette tempête-là, quand on est arrivé, enfin ça s'est calmé, après qu'on ait quand même beaucoup souffert, on est arrivé à un endroit qui s'appelle Paradise Harbor, qui n'a rien d'import, c'est contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, mais qui est la baie où on a filmé les plans que vous voyez dans la bande-annonce, c'est-à-dire des plans de drone avec le soleil quand même ça qui est très très bas. Il y avait une lumière absolument sublime. Et ça, c'était un moment magique, comme ça arrive de temps en temps là-bas en Antarctique, où il n'y a plus tout de vent, l'eau est un peu gélifiée par le froid, donc c'est un vrai effet miroir.
Et voilà, c'était moi un moment qui me marquera pour toujours. J'ai ça, et face aux requins, se retrouver face à des requins, face à un requin-tigre en particulier, de 4,50 m qui vient vers vous, en étant entouré d'autres requins, c'est une sensation, et pas de peur, étrangement, alors que j'avais peur avant, à l'idée de plonger avec les requins. Très sereine, bizarrement, très, très calme et absolument magique. Voilà, c'est les deux moments où je retiendrai. Et les pires moments, je suis une bonne nature, en fait, je les oublie. Donc, non, j'ai perdu un décor, le moment du chantier du bateau, quand toute la séquence où ils refont le bateau, où ils repeignent, etc. On avait un très beau décor qui était à 2 heures au nord de Cape Town, qu'on a perdu pour des histoires de bac chiche, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et on a dû tourner cette séquence en une journée au lieu de 2 et en plein milieu de Cape Town. En fait, la séquence que vous voyez à ce moment-là, on est en plein milieu d'une ville moderne qui est Cape Town, avec des trucs modernes autour, partout, etc. C'était un cauchemar à tourner. Donc après, on l'a un peu trituré en rajoutant le vieux anti-derrière et tout, mais ça, c'était quelque chose, pour moi, en tant que réalisateur, c'est une journée très difficile. Voilà. Sinon, en fait, je veux dire, j'ai tellement souffert pour faire exister ce film, que même quand c'était galère, j'étais très heureux de le faire. Voilà. Donc je faudrait que j'oublie le mauvais moment. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de bons moments. Je crois quand même, c'est vrai que l'Antarctique, je crois que c'est vraiment une question pour tout le monde, et je crois quand même, en ce qui me concerne, c'est la tempête, la fameuse. Non, mais c'est vrai, c'était tellement énorme quand le capitaine, j'étais dans le cockpit, et qui m'a dit, voilà, vous voyez là les stries qui se forment perpendiculaires aux vagues, pour tous ceux qui connaissent la mer, les marins, en général c'est mauvais signe, ils ne se trompaient pas. Mais c'était vraiment extraordinaire. Le Cap Horn aussi, passer le Cap Horn à la barre, ça c'était un rêve depuis toujours. Et j'ai pas eu de pire moment, mais quand même je reconnais qu'il y a certains matins, quand je devais jouer Simone Agé, que je m'asseyais dans le siège maquillage et que je savais que j'avais 2h45 sans bouger à respirer des vapeurs toxiques, alcoolisées, voilà, et que ça allait durer, et durer. Voilà, c'était pas forcément mon moment préféré. Voilà, il a vite été oublié, mais... et je ne parle pas de Lambert, qui, donc, comme vous l'avez vu, porte le film sur ses épaules, et lui, il avait droit à ça quasiment tous les matins. Sans jamais se plaindre, contrairement à moi. Et en fait, on voit ça dans ton film, d'ailleurs, je crois, dans le moment du maquillage. Oui, très vite, j'ai du mal en plongée avec l'eau froide. C'est-à-dire que quand on faisait les gros plans en piscine et qu'on était en maillot de bain, sans les combinaisons, en fait, on perd sa chaleur très très rapidement. Bon, on fait ça, on tient le coup, un premier quart d'heure, 20 minutes, et puis après on sort, et puis après il faut retourner. Et là, la deuxième fois, on tient beaucoup moins longtemps, et puis la troisième fois, on tient encore moins longtemps. Et c'était des petits, Ulysse et Raphaël, qui étaient très courageux, qui étaient bleus, tout simplement, mais ils ne se plaignaient pas, alors du coup, on y va, parce que les petits détails sont en train de flotter comme ça, mais c'était le froid dans l'eau, sans les combinaisons. Et puis, le souvenir, et je suis d'accord avec Audrey, la tempête, c'était extraordinaire. Mais j'ai aussi vécu un moment surréaliste avec Pierre Ninet, quand on a été déposé sur la banquise pour cette scène finale, et où toute l'équipe est partie. Ils nous ont déposés en Zodiac, et on est resté debout l'un à côté de l'autre sans bouger, parce qu'il ne fallait pas faire de trace sur la neige. Non, mais vous imaginez, vous êtes au milieu de l'Antarctique, il n'y a personne. Et vous êtes deux acteurs et vous ne pouvez pas bouger. Alors on était sous le choc de la beauté du lieu, de l'étrangeté de la situation, de la densité du silence. Et après, on a commencé à parler du prix de l'immobilier parisien. Il fallait bien se raccrocher à quelque chose. Et donc on a... Bourgeoisie du cinéma français, monsieur. Ouais, donc tu as trouvé où dans le troisième? Ouais, dans le bleu, voilà, etc. C'était tellement bizarre, mais il fallait se raccrocher à quelque chose d'humain et de petit, parce que sinon c'est trop sublime, quoi. Voilà. Jean, on n'a pas parlé de la musique. La musique composée par Alexandre Desplat, avec qui je travaille depuis quasiment depuis mon deuxième film. Ça fait 4 films qu'on fait ensemble. Voilà, qui est un très grand compositeur, oscarisé il y a 2 ans, qui a eu un Oscar, enfin plein de nominations, 6 ou 7, et un Oscar il y a 2 ans. Et qui a fait une musique que je trouve absolument magnifique. Moi, c'est devenu un ami, mais c'est un vrai partenaire de travail. Voilà. Et lui, il me poussait à faire ce film depuis très longtemps, mais je sais pourquoi il me poussait à faire ce film. C'est parce que quand on filme des poissons, si vous voulez, forcément, il y a de la place pour la musique. Donc je crois qu'il a été assez heureux.
Tu veux venir avec nous? Bonsoir. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette aventure, de nous faire plonger, de nous faire rêver. Donc en fait, moi je suis russe, je viens du Grand Nord. Et non, je juste précise au cas où. Et justement, moi j'ai voyagé en Arctique, mais pas en Antarctique. Donc ça me fait rêver aussi. Plus le nord. Comment? Oui, vous êtes plus au nord. Voilà, je suis plus au nord. Je suis dans notre hémisphère. Ouais. Alors, moi, ma question c'est plutôt à Audrey. Donc là, j'ai vu il n'y a pas longtemps votre film L'éternité, et quand j'ai vu votre rôle dans ce film, je me suis posé la question, est-ce que c'est par hasard ce choix des rôles des femmes qui sont à la fois, qui forment le socle de la vie de la Rome, mais qui sont un peu effacées, voilà. Et aussi, une autre question, mais peut-être à tous les trois, il y a en fait deux personnages dans ce film, donc c'est le personnage de Simone, la femme de Jacques-Yves, et aussi le personnage du fils aîné qui est aussi un peu effacé, qui est un peu, disons, oublié par son père. Voilà. Alors, quelle est la question du coup par rapport aux deux personnages? Alors, par rapport à... Enfin, la première question c'est Audrey. Oui, ça j'ai... Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi... Mais celle d'Audrey, si je la comprends pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, Audrey, elle me répond. C'est la deuxième, je sais pas compris. Et la deuxième, c'est aussi... Enfin, est-ce que c'était par exprès de montrer dans le film que, voilà, dans la famille... Cousteau, il y a quand même deux personnes qui sont un peu oubliées et deux autres qui sont mises en avant. C'est bon, j'ai compris, pardon, excusez-moi, je voulais être sûr d'avoir compris. Non, ça a été un hasard en fait, un hasard. Voilà, ça n'a pas été un choix délibéré de ma part, mais il se trouve que cette année-là, on m'a proposé plusieurs rôles, c'est vrai, de femmes pas forcément effacées d'ailleurs, mais en tout cas qui parcouraient un long moment de vie. Voilà. Après, Simone, elle est restée à l'ombre parce que c'était son choix, mais c'était pas une femme effacée. C'était une femme qui avait beaucoup de caractère, de tempérament, qui a été de toutes les expéditions sur la Calypso, qui est la femme qui a le plus navigué au monde quand même, qui a passé 40 ans sur son bateau. Et qui était l'œil de Cousteau quand il n'était pas là. Voilà. Et tous les membres de l'équipage l'appelaient la bergère, c'est son surnom. Et d'ailleurs, quand j'en ai rencontré certains, voilà, ils l'appellent la bergère, parce qu'elle s'occupait de son troupeau, en tout cas de ses bonhommes, comme elle les appelait, comme ses enfants. Et c'était le vrai capitaine du bateau. Elle le connaissait mieux que n'importe qui, mieux que le chef mécanicien, mieux que le capitaine, mieux que tout le monde. Et elle avait une relation tellement fusionnelle avec lui, avec elle, que c'est ce qui l'a fait, à mon sens, hein, mais c'est personnel comme analyse, c'est ce qui lui a fait, je pense, supporter ce que son mari a pu parfois lui faire endurer par ses absences, ses infidélités. Voilà, alors elle l'a compensé en se détruisant pas mal la santé. Mais elle avait ce bateau qui était pour elle toute sa vie et qui l'a fait tenir. Et sans lui, elle le disait que voilà, si un jour la Calypso n'existait plus, voilà, elle existerait peut-être encore, mais comme une coquille vide, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Audrey sur les deux personnages effacés. Je suis d'accord dans le sens où Simone, pour moi, n'est pas un personnage effacé. En fait, c'est... D'ailleurs, Cousteau est un homme de son époque, j'aime bien le XXe siècle, dans son esprit de conquête, dans son rapport avec les médias, dans son évolution par rapport à la nature, et ça, je trouve ça intéressant chez ce personnage. Et Simone est aussi un personnage du XXe siècle en tant que femme, en tout cas de ce milieu du XXe siècle, parce que malheureusement, je pense qu'elle avait des rêves, au moins autant que son mari d'ailleurs, sauf qu'à cette époque-là, pour une femme, les rêves qu'elle avait, elle ne pouvait pas les accomplir. Donc elle les a accomplis à travers son mari, ce qui n'est pas une source d'équilibre garantie, malheureusement, et donc ses rêves à elle, c'était d'être un grand marin. Si elle était née 50 ans plus tard, elle serait sans doute devenue amirale, vraiment, elle serait rentrée dans la marine, et elle aurait vécu par elle-même, et complètement, elle n'aurait pas eu besoin de son mari. Et pour moi, ça reste une grande histoire d'amour entre deux êtres, qui montre aussi la difficulté de vivre 50 ans et de s'aimer 50 ans. Ils ont partagé des rêves en commun pendant très longtemps, puis après, je pense que leurs rêves se sont séparés. Ils ont continué à s'aimer sans doute, mais leurs rêves se sont séparés. Et voilà, c'est un peu le côté tragique de cette histoire. Et quant à Jean-Michel, effectivement, lui, c'est un personnage plus effacé. J'ai essayé dans le film de faire ressentir
d'être dans la peau de Cousteau, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il dit « je suis là », c'est vrai que, et Lambert le fait formidablement bien, il se retourne vers lui comme si tout d'un coup il se disait « mais oui, c'est vrai que j'ai un autre fils », comme s'il ne le calculait pas depuis toujours. Et c'est un peu ce qu'il y avait quand même dans ce rapport familial-là, de ce que j'ai compris, en parlant beaucoup, moi j'ai rencontré beaucoup, toute la famille, les anciens de la Calypso. Et c'est ce qui est assez tragique. Après, c'est assez, encore une fois, c'est une histoire familiale au fond très tragique et très classique, avec un fils chéri, à 10 ans, avec qui il avait des rapports passionnels, et un autre qui du coup se sont délaissés. Et voilà, et qui en même temps a été là après pour l'aider à la suite du film, a quand même passé des années avec lui, ils ont fait plein de films ensemble. Et après, il y a eu des conflits majeurs, parce que, après c'est mon analyse, parce que je pense que Cousteau lui a reproché d'être vivant alors que son frère n'était plus. Voilà. C'est ça l'histoire de ce fils. Un peu triste. Voilà, je vous ai plombé la soirée. On va pas faire des blagues tout le temps non plus. Oui, bonsoir. Je voudrais déjà vous remercier pour ce film qui m'a profondément touché. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 50 ans, je commençais à plonger avec une personne qui avait travaillé avec Cousteau dans le monde du silence. Alors, c'est pas pour raconter mon histoire, mais c'est simplement pour vous dire que j'étais quand même assez intéressé par la qualité qui a été celle des plongeurs. À savoir, je vous ai vu, j'ai regardé le matériel. Il y avait des spirales, des super spirales, des aquastops, d'autres il n'y en avait pas. Et je peux vous dire que travailler avec ce matériel-là, c'est quelque chose. Pour ceux qui font de la plongée actuellement, c'est de la rigolade. Vous avez travaillé avec du matériel qui était antédiluvien, je peux vous dire que vous avez du mérite et je vous en félicite. Merci. Je suis d'accord avec vous, et c'est Jean-Bert qui a effectivement beaucoup plongé avec ce matériel-là. Et pour vous dire la vérité, en fait, dès le deuxième jour, on a plongé avec le matériel ancien, le fameux détendeur Mistral, et c'est curieux. Donc là, il faut vraiment utiliser le poumon ballast. On n'a pas ce gilet qu'on gonfle le courguégon pour monter, pour descendre. Et curieusement, j'ai toujours préféré plonger à l'ancienne, comme Cousteau, parce que ça me donnait beaucoup plus une sensation de liberté et de contrôle immédiat de ce que je faisais. Et la seule chose, c'est quand on fait des pirouettes, des choses comme ça, là, on a l'impression que vous avez, je sais pas, un camion qui vous remplit les poumons d'oxygène, c'est très particulier. Mais je trouvais que ça contribuait beaucoup aussi à l'élégance du personnage. Et Dieu sait si Cousteau avait une exigence esthétique sur la façon dont les gens plongeaient, que lui-même incarnait. Et donc, ça a été fait un peu à la dure, dès le deuxième jour, et aussi, quand on vous met le tripack sur les épaules, et là, on descend très rapidement. C'est un truc assez frappant, c'est assez lourd. C'est assez dur de remonter aussi. Ah ouais, Lambert dit ça parce que lui il est très athlétique et qu'il n'y a pas de problème, mais moi j'ai plongé aussi un peu avec le matériel d'époque, parce que ça j'ai pas du tout aimé. Hein. Ah non, parce que vraiment on n'a aucune aide, et c'est vrai qu'on coule. Ah, et on remonte à la force de la cuisse. Hein, voilà, exactement, et c'est vrai qu'on respire correctement, mais on tourne la tête un peu sur le côté, on n'a plus d'air, on lève la tête un peu en l'air, on se prend une décharge d'oxygène, on a l'impression que l'embout va vous sortir de la bouche. Moi j'ai peu plongé, et j'en garde pas un bon souvenir avec ce matériel, mais c'est vrai que Lambert et Pierre ont beaucoup plongé et que pour eux, c'était facile et naturel. Mais de là à dire que tu préfères plonger du bateau ancien, c'est vraiment parce que tu veux que les gens viennent voir ton film sur Facebook. Et d'ailleurs, si j'osais, je dirais que dans ton film sur Facebook, il y a un petit bout là-dessus, quand Laurent Lucas passe à l'eau tout d'un coup en urgence avec son matériel. C'est ça. Enfin, je sais pas on le voit disparaître. C'est pas un problème. Ça, c'était comme un poisson dans l'eau, si je puis dire. Mais vraiment, ça, je le reconnais. Alors moi, alors, pas du tout. Merci d'avoir remarqué tout ça. Ouais, ça c'est... Donc, merci beaucoup d'être venu ce soir. N'oubliez pas de bonne soirée, à très bientôt.